Sommes-nous tous fous? La réponse est oui, et je vais vous dire pourquoi et comment. C'est ce que la Boétie appelle la servitude volontaire. La servitude volontaire. Et c'est un concept extrêmement simple. Il dit il n'y a de pouvoir qu'avec le consentement de ceux sur lesquels ce pouvoir s'exerce. Ça veut dire que quand vous avez une domination, eh bien, vous pouvez toujours incriminer le dominateur, mais on peut aussi dire au dominé, si tu refuses la domination, il n'y aura pas de domination. Il y a un très beau film de Jean Vigo, que j'adore, qui est un anarchiste, et qui s'appelle Zéro de conduite. Ça fait 20 minutes. C'est un film en noir et blanc. Et c'est un film qui se passe dans un pensionnat, c'est extrêmement serré, extrêmement sévère. La discipline est terrible dans cette pension. Et il y a un moment donné où il y a une bataille de polochons. C'est un bordel total. Et c'est filmé, on est dans les années 30-40, je ne sais plus exactement la date de ce film. Il y a un moment donné où c'est filmé au ralenti et on voit la bataille de polochons, les plumes qui volent partout, etc. C'est-à-dire que le dispositif autoritaire de l'école tombe par terre le jour où ceux sur lesquels le pouvoir s'exerçait disent non. Le jour où les gamins disent non. On fout le bordel. On y va avec les oreillers. Alors c'est pas faire la grève comme aujourd'hui, hein, ça c'est autre chose. C'est pas ça vraiment qui est gênant pour le capital. Ils sont fous le capitalisme de ce genre de grève. Chacun joue son jeu, tout est déjà joué, on a déjà à peu près partagé les choses, chacun fait semblant de jouer son rôle, mais finalement c'est déjà réglé tout ça. La servitude volontaire, c'est une idée formidable, découverte par la Boétie. Il nous dit le pouvoir est un colosse qui n'a de pied que par les vôtres. C'est vous qui êtes le pied du colosse. C'est de la terre cuite. Laissez tomber tout ça, ça s'effondre. Si vous ne voulez plus du pouvoir, ça sert à rien d'aller voter, puisque de toute façon, quoi que vous votiez, si vous vous déplacez pas, si tout est fait pour que globalement, au deuxième tour des présidentielles, vous ayez le bien et le mal, un bon et un méchant. Pour le coup, c'était une méchante. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on a fabriqué du consentement comme ça, au point qu'on nous dit, allez, vote connard, comme disait Léo Ferré. Vote connard. Vas-y. T'as le choix entre blanc et blanc. Et tu n'auras pas le choix entre autre chose. Tu auras un candidat qui défendra l'Europe, l'euro, le libéralisme, etc. Et si tu penses par toi-même et que tu te dis c'est un peu bizarre ce truc, quoi, quand même, pourquoi ça sert à quoi que j'aille voter, puisque finalement on nous dit que c'est lui qui sera élu, on a éjecté des gens, on a trouvé que Fillon sentait mauvais, mais il sentait mauvais comme beaucoup sentaient mauvais. Il y avait aussi chez Mélenchon matière à faire exactement le même type de procès que pour Fillon. Pourquoi est-ce que la presse... Étonnant, hein. La presse a aussi fait ce procès à ce monsieur juste pour dire toc toc toc, on écarte cela, et puis on arrive sur un truc très bien puisqu'on a le blanc, le noir. Votez le blanc, on n'allait pas voter pour le fascisme et pour le retour de Radour-sur-Glane. Les gens qui disent non, on n'y va pas, on a compris, on va plus voter, on dit peu importe, cause toujours, tu m'intéresses, tu vas pas voter, va pas voter. Il y en aura de toute façon assez pour que ce soit ce que le système a décidé que ce sera. Ce sera ça, et rien d'autre. Donc quiconque veut penser par lui-même ne le peut pas, ne le peut plus. Vous avez l'âge, moi aussi, qui nous permet de penser par nous-mêmes parce que nous avons eu droit à l'école républicaine, qui nous apprenait à penser, à réfléchir, à analyser, la raison. On apprenait, parce qu'on avait des instituteurs et des institutrices, et non pas des je sais plus quoi, des professeurs des écoles, mais on avait des instituteurs et des institutrices qui apprenaient à lire, à écrire, à compter, à penser. Et mon père, qui est allé peu de temps à l'école, ne faisait pas de faute quand il faisait une rédaction, connaissait 1000 choses de la poésie, de la géographie, de l'histoire, etc., parce que l'école fabriquait des individus raisonnables. Parce que, sur le principe de Condorcet, l'école avait rendu la raison populaire. Et que la République faisait ça. Elle fabriquait des citoyens qui pouvaient penser, qui pouvaient réfléchir. Aujourd'hui, un enfant passe plus de temps devant son écran que devant son instituteur. Quand il est devant son instituteur, la plupart du temps, on lui met un écran devant le nez. Et on lui dit à quoi ça sert d'apprendre à lire, à écrire, à penser, puisqu'il faut apprendre à être citoyen éco-responsable, à sauver la planète et à faire du tri sélectif, et puis à aimer la diversité, etc. Oui, très bien, formidable, tout ça c'est bien, ça s'appelle de la morale. Et l'écriture, et la lecture, et la pensée, et la mémoire, quand est-ce qu'on forme ça? Donc on ne fabrique plus des individus qui pensent, on fabrique des individus qui opinent du chef. Et on a aujourd'hui des adolescents qui disent « mais moi je pense par moi-même ». Et qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ce propos raciste, ce propos islamophobe, ce propos transphobe ou je ne sais quoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'en régurgitant ce que la pensée dominante leur dit, télévision, médias, presse, etc., ils pensent par eux-mêmes. Mais ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ils sont dans une logique qu'on appelle le psittacisme, c'est la répétition du perroquet. Ils disent exactement ce qu'ils entendent. Il n'y a pas un gramme d'esprit critique. Comment peut-on avoir de l'esprit critique quand toute la journée
Les journaux, la presse, la radio, les gens qui vous écoutent, les dominants, etc., vous tiennent le même discours en vous disant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut porter comme vêtements, ce qu'il faut chanter, ce qu'il faut aimer comme musique, ce qu'il faut, etc., etc. Nous sommes dans une période qui n'a jamais existé dans la forme qui est la sienne. Dans les dictatures anciennes, c'était clair. Le fascisme était armé, casqué, botté et visible. Aujourd'hui, c'est très insidieux. C'est pas dit clairement, mais vous prenez Zemmour aujourd'hui, on vous le présente comme un diable total. Marine Le Pen, dangereuse, etc. Eh ben, interdisons-la. Procès, allons-y, faisons un procès, puis montrons qu'elle est incompatible avec la République. Et puis mettons-la en prison. Et puis poursuivons les gens qui votent pour elle. Ou alors si on ne le fait pas, c'est qu'on fait semblant de dire qu'elle est dangereuse. On crée faussement un danger qui n'est pas dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Si vraiment les gens sont dangereux, on le prouve, on le montre, et puis on a une police, on a une justice, on a des prisons, on enferme les gens dangereux. Et les gens qui seraient dangereux pour la République et pour la démocratie, enfermons-les. Je suis pour. Mais je crains qu'on enfermerait dans cette configuration-là d'autres individus, des directeurs de chaînes, des directeurs de journaux, des banquiers, d'autres individus qui, eux, sont effectivement de vrais ennemis de la République. Je vote pas Marine Le Pen, moi. Je suis un anarchiste, je suis un socialiste libertaire. Je vote Proudhon, moi, comme Proudhon est mort au XIXe siècle, je vote plus pour personne. Donc je la défends pas elle. Je dis juste que ces gens qui méprisent les petites gens sont les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui et qui criminalisent toute pensée qui interroge la leur, qui interroge. Ils veulent absolument ils veulent l'Europe, l'euro, etc. Mais depuis Maastricht, ils l'ont, cette pensée-là. Elle est au pouvoir, elle a les pleins pouvoirs. Elle a les pleins pouvoirs. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, au bout d'un certain temps, comme avec le bolchevisme, il y a un moment donné, on peut dire, bon, ça marche pas trop quand même, le communisme, vous avez vu quand même, le goulag, les barbelés, etc. Là, aujourd'hui, on peut le dire. À une époque, on nous a dit, votez oui à Maastricht, et vous aurez, souvenez-vous, plein emploi, l'amitié entre les peuples, la disparition du chômage, tout serait formidable, merveilleux, une économie florissante, une jeunesse épanouie, etc., etc. On a eu quoi? On a eu les guerres, on a eu le racisme, on a l'islam terroriste, on a ce genre de choses aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas dire, les usines qui ferment, les bassins d'emploi qui s'effondrent, la criminalité, la délinquance qui augmente, les prisons qui explosent et toutes ces choses-là. Ça fait un quart de siècle d'un système dont on nous a dit qu'il nous apporterait la paix et la prospérité. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire à un moment donné, ça marche pas votre truc? Donc effectivement, vous avez bien raison de porter la parole des gens modestes en disant qu'on ne les entend pas, que quand on les entend, on les criminalise, et que quand des intellectuels portent cette pensée-là, ils sont minoritaires, parce qu'il y a tout autour plein d'intellectuels majoritaires qui, eux, disent que c'est le peuple, que c'est de la démagogie, qu'ils sont populistes, qu'ils ne comprennent rien à rien, etc. Il faudrait de nouveaux Bourdieu, mais à l'époque de Bourdieu avait eu le temps de sortir et d'exister. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. On ne permettra plus que des individus puissent dispenser une pensée critique, ou du moins inviter à la pensée critique, parce que aujourd'hui on a fabriqué du consentement. Et la fabrique du consentement, c'est la télévision, ce sont les médias, ce sont les écoles aujourd'hui, avec des professeurs à qui on a dit ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, et qui obéissent tout bêtement, de sorte que des gens qui pensent vraiment, sincèrement, librement, j'en connais pas vraiment beaucoup. J'en connais vraiment pas beaucoup, parce que ça veut dire qu'on échapperait à cette tyrannie de la fabrication de l'opinion. La chose est bien faite, la tyrannie de l'opinion, elle est fabriquée par des individus qui sont des professionnels de ces choses-là. Qui sont des professionnels. Il y a un neveu américain de Freud qui avait écrit sur ce sujet-là, et qui a écrit sur la fabrique du consentement, et qui est un individu qui a montré de manière très cynique comment il a imposé le tabac chez les femmes aux États-Unis. Comment il a fait désirer le tabac tout en sachant que le tabac était toxique, bien sûr. Maintenant, l'industrie du tabac avait besoin de laisser croire que le tabac était un signe d'émancipation pour les femmes. Donc il y avait les hommes, donc il fallait conquérir le public féminin, et Bernays, il s'appelle Bernays, ce neveu de Freud, a expliqué comment il s'y était pris pour qu'à un moment donné, on finisse par désirer ce qui nous détruisait. Eh bien aujourd'hui, la fabrique du consentement, médiatique et idéologique, elle fait de telle sorte qu'on désire ce qui nous détruit. Et le remède, il est très simple, je le rappelle, c'est la Boétie, c'est le discours sur la servitude volontaire. Soyez résolus, c'est une phrase de lui, soyez résolus de ne servir plus, ou de ne plus servir, et vous voilà libre. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de la domination, c'est parce que le dominé y consent.